Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Sancho. Salut Pascal. Bonjour, ravi d'être là. C'est pareil, tu es conférencier, tu as été un ancien sauveteur et commandant des opérations de sauvetage au PGHM. En CRS, c'est la même chose, mais bon, ouais. On fait le même métier. Exactement. On va parler de... Oui, parce que PGHM, c'est gendarmerie, CRS, c'est police. Absolument. Voilà. Au moins, c'était au moment d'éclairer. Et on peut rajouter les pompiers qui contribuent aussi à la mission. Exactement. Et qui sont présents d'ailleurs à Pau. Tout à fait. On en parlera, tiens. Juste avant de parler de ton parcours, comment tu expliquerais ton métier ou ton parcours de façon ludique à un enfant de 5 ans? Un enfant de 5 ans, c'est tendre la main à une personne dans un univers grandiose qui est la montagne. Vaste univers pour le coup. Vaste univers, parce qu'on travaille en montagne, on travaille aussi sous les montagnes en spéléo. Donc c'est assez complet, ouais. On va revenir sur tout ton parcours, parce que tu as plein d'anecdotes. Tu as fait ça pendant plus de 30 ans, je crois, avec des choses comme 1000 opérations de sauvetage. Oui, ça c'est la légende. C'est vrai que j'ai jamais compté vraiment. Donc c'est une estimation. On ne fait pas ça pour le quantitatif, ouais. Ça n'a pas d'intérêt. Bien sûr. Mais pour retracer tout ton parcours, donc on va avoir un peu le temps. Et tu es aussi conférencier aujourd'hui et écrivain. Tu as sorti plusieurs livres, dont le dernier est sorti il y a quelques mois. Oui, La Crevasse, un roman, un style différent des précédents, même si j'avais fait un premier roman. J'ai voulu aussi sortir d'une certaine zone de confort qui pour moi, c'est vrai, relatait voilà, le monde du secours en montagne, c'est pas très difficile. Là, c'était un exercice un peu différent. En préparant cette interview, je me suis rendu compte que tu as toujours été passionné par la montagne et tu as fait tes premières ascensions assez jeune. Comment était ta jeunesse et ton enfance ? Mais je l'explique souvent justement en conférence, elle était bercée très tôt par des récits de montagne. Alors c'était la chasse, mais c'était pas parce que c'était la chasse, c'est parce que ces gens chassaient en montagne surtout. Et j'avais un petit frisson là, qui passait à chaque fois que j'entendais les noms de sommets. Et donc j'étais tout gamin, j'écoutais ça, et puis je voyais mon oncle partir en excursion. Alors il faisait pas vraiment d'alpinisme, il faisait des voies normales, mais bon, de suite c'était pour moi la grande aventure, quoi. Je me souviens même que quand il était absent, j'allais dans son local matériel, je prenais la corde, je faisais teinter les mousquetons, je faisais racler le pluolet dans la ruelle de mon village. Donc c'était de suite ouais, beaucoup de passion, même si je ne savais pas l'expliquer, j'étais tout gamin. Et puis j'ai découvert la montagne à 14 ans quand mon oncle m'a proposé de faire l'Aneto, qui est le point culminant des Pyrénées, une voie normale, facile, mais pour moi c'était déjà une très grande montagne. Et l'histoire est partie de là, j'ai découvert ce monde de l'altitude et quelques mois après, je savais que j'allais faire ma vie en montagne, mais comment? À 14 ans c'est difficile. Et je suis tombé, ça fait sourire d'ailleurs, nez à nez avec un poster sur un mur où il y avait une Alouette 3 qui est un hélicoptère un peu ancien aujourd'hui, avec un petit bonhomme pendu dessous, et puis j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et à partir de là, au grand désespoir de mes parents, qui ont eu du mal à me tenir sur les bancs de l'école, je pensais que montagne. J'habitais à l'époque Paris, tous les mercredis c'était réglé comme du papier à musique. Je traversais Paris à pied, j'allais rue des Écoles. Alors rue des Écoles, il y a une grande école qui s'appelle la Sorbonne, mais moi je montais un peu plus haut, au Vieux Campeur, et je passais ma journée entre le rayon matériel et la librairie. J'ai appris la géographie là-haut. Donc c'est assez cocasse, on va dire. Cette montagne, dès que tu l'as découvert, tu ne l'as jamais quittée. Comment a été sillonné ton parcours pour arriver à ton métier, qui est quand même un métier, on va dire, de niche et très particulier? Alors j'ai suivi un cursus relativement classique. En France, on en parlait tout à l'heure, pour faire du secours en montagne, il faut être soit gendarme, soit policier, soit pompier. Donc j'ai fait le service militaire, à l'époque ça existait encore, en PGHM justement. Là j'ai eu la certitude que c'était le métier que je voulais faire, et puis pour des raisons personnelles, j'ai choisi la police nationale, qui est la maison de l'autre côté de la rue, mais qui fait exactement le même métier. Une école de police classique, à l'époque c'était 6 mois. Et ensuite tu es convoqué à l'école nationale qui aujourd'hui est à Chamonix. Et là tu essayes de concrétiser ton rêve, de passer de la théorie à la pratique. Et tu t'engages dans une spécialité difficile, voire très difficile, puisqu'on garde en moyenne 10% des prétendants. Donc ça fait pas beaucoup. Nous, cette année-là, il y avait 2 stages qui faisaient 80 au total, on finit à 8. Donc c'est très sélectif parce que c'est une mission qui l'impose, tout simplement. C'est pas
une vision philosophique un peu prétentieuse, mais c'est vraiment un métier difficile. C'est la spécialité, que ce soit dans la police ou la gendarmerie, où il y a le plus d'accidents mortels en service. Moi, j'ai perdu 6 camarades en 30 ans sur un groupe de 38. C'est beaucoup. Donc voilà, le ticket d'entrée est assez élevé. Donc une école à Chamonix et puis une première affectation à Grenoble en unité opérationnelle et ensuite 3 ans après Lannemezan où j'ai fait l'essentiel de ma carrière. Quand tu parles de ce parcours de 88 et cette sélection, qu'est-ce qui pour toi a fait la différence? Parce que comme tu l'as dit, c'est un métier très difficile, mais il n'y a pas que le physique qui compte, j'imagine. C'est tout un ensemble du personnage que l'on prend en compte. Oui, absolument. De toute façon, je pense que dès l'instant qu'on parle de métier d'excellence, c'en est un, c'est considéré comme un service public d'excellence, le secours en montagne. Je pense que la dimension qui fait la plus grosse différence, c'est la motivation. Je reste convaincu, et c'est ce que je propose comme discours aux jeunes adultes, voire aux enfants, c'est qu'il n'y a pas de métier qu'on ne puisse atteindre si on est vraiment déterminé. Effectivement, déterminé, ça veut dire s'engager sans retenue, ça veut dire y consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement. Hein. C'est un statut quasiment de haut niveau, hein. C'est 2 entraînements par jour pour se préparer. Et donc la différence, moi, ça a été la motivation. Alors, bien sûr, j'ai eu des doutes parce que c'est une époque où, si par exemple on venait à se blesser, ce qui est toujours possible, hein, on n'était pas reconvoqué en stage parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Donc la peur un peu de la blessure, mais à part ça, déterminé, et je savais que je lâcherais rien. Et comme tous mes camarades, dès l'instant qu'on est passionné par ce type d'activité, on va au bout de son rêve, quoi, quelque part. Quand tu as commencé à toucher du doigt ce rêve-là, est-ce qu'il était aussi proche du rêve que tu te faisais à gamin? C'est une bonne question. C'est d'ailleurs une partie importante de mes interventions. J'en parle dans ma première intervention. Non, ça a été une déception, mais pas une déception du métier, une déception de moi-même. J'étais rentré dans ce métier, ciblé rapidement comme quelqu'un de doué. J'arrive sur un premier secours, 4 personnes décédées, encore sanglées sur les sièges d'avion, un crash d'avion. Et là, petit à petit, je deviens spectateur de l'opération. Mes camarades, qui sont tous des anciens, tous expérimentés, s'organisent pour évacuer les victimes dans le mauvais temps. On arrive quand même à faire passer l'hélicoptère. Et moi, je suis un peu sidéré. J'ai 23 ans, je suis très jeune. Aujourd'hui, la moyenne d'âge est plus élevée. Et je me rends compte que j'avais vu le métier par le côté intéressant, en tout cas qui m'intéressait, à savoir le sport, l'alpinisme, les acrobaties sur l'hélicoptère. Et j'avais oublié l'essentiel, c'était l'humain. Et notamment dans sa version plus sombre, la mort. Et ce jour-là, j'ai beaucoup appris. Mon rêve était effectivement un peu effiloché, mais c'est surtout qu'il a fallu que je me réaligne très rapidement sur le sens que je voulais donner à mon métier et donc à ma vie. Et à partir de là, en quelques heures, j'ai énormément grandi, notamment grâce à mes camarades qui m'ont tenu à flot ce jour-là. Et je suis rentré bien plus grand en quelques heures. Ce métier d'humain, ce métier de secourisme, tu vois le pire et le meilleur, j'imagine. Et en plus, avec la particularité que tu as nommée, il y a de l'alpinisme, de la spéléo et aussi différents contextes, différents cadres de sauvetage. Oui, alors nous, on est un peu des couteaux suisses de l'urgence en montagne, ça c'est clair. C'est une bonne formule. Oui, on travaille en haute montagne, on travaille en canyon, on travaille en spéléo, mais si on regarde bien, il y a beaucoup de techniques qui sont communes. Et d'ailleurs, c'est des vases communicants, on va chercher des techniques de spéléo pour être meilleur en montagne. Donc pour nous, c'est vraiment une agilité qui en plus nous va bien, parce que si on devait tirer le trait d'un secouriste en montagne, c'est quelqu'un qui est capable de passer d'un plan A à un plan B, un plan C en quelques secondes, qui ne va pas se formaliser sur le fait de ne pas avoir de critères particuliers ou de repères particuliers dans une mission. Il va s'adapter en temps réel. Donc l'adaptation au milieu fait vraiment partie de notre chemin. Et effectivement, on essaye d'être mais pas trop mauvais dans tous les milieux. C'est quelque chose qui t'a nourri, j'imagine, parce que dans ton parcours, tu as fait les différents échelons. On va y revenir, mais cette capacité d'adaptation. Oui, je crois que c'est vraiment essentiel. Moi, je pense que pour diriger une équipe, pour diriger un groupe et encore plus une unité, il faut avoir vécu un petit peu toutes les strates, savoir ce que ressentent les gens en temps réel. Ça permet une compréhension qui me paraît plus efficiente. Et notamment lorsqu'on parle de management, de direction d'un groupe,
Il faut arriver à percer un peu les secrets de l'être humain. Hein. Ça doit être des camarades, des frères de secours. Il n'en demeure pas moins qu'on a des obligations, hein, obligations de résultat en secours. Donc oui, ça m'a beaucoup aidé de franchir, voilà, dans le temps long, puisque c'est quand même, ça prend du temps, toutes les étapes qui m'ont permis d'être responsable technique de l'unité pour les 10 dernières années. Alors justement, tu as été responsable d'équipe puis d'unité. Tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement en interne des différentes strates pour les non-initiés? En gros, quand tu es dans le secours en montagne, tu vas arriver, jeune secouriste, tu es secouriste, tu es intégré au sein d'une équipe. À Lannemezan, on est dans des postes de secours, on ne travaille pas à Lannemezan. On est à Saint-Lary, on est à Luchon, on est à Gavarnie. Donc là, tu es au milieu d'une équipe de 5 bonhommes avec un chef de poste, qui est un ancien, souvent guide de haute montagne. Et donc, petit à petit, tu vas passer tous les stages techniques. On a à peu près une dizaine d'années de formation pour être à peu près à niveau, qui vont t'amener à être un jour chef de poste. Et puis ensuite, pour diriger l'unité, tu as un numéro 1, un numéro 2. Le numéro 1, il va diriger au niveau, on va dire, administratif. Politique. Ouais, stratégique, administratif. Le numéro 2, ce qui était mon cas, moi j'avais toute la responsabilité opérationnelle. Voilà, c'est un peu la structure de nos unités. Le côté administratif t'aurait un peu moins plu, non? C'est pas ça, c'est que moi j'avais vraiment un choix. Dès le départ, on me propose de faire une carrière d'officier, voire officier supérieur. Je suis major de promotion. Moi, mon choix, il est clair dans ma tête. Bien sûr, j'aurais pu soigner mon ego avec un peu plus de galons sur les épaules, mais je veux faire du secours en montagne. Et le secours en montagne, chez nous, contrairement à d'autres unités comme par exemple les sapeurs-pompiers, ça te limite à un certain niveau hiérarchique. Et pour moi, c'était vraiment viscéral de continuer à faire du terrain. Donc je suis monté le plus haut possible, tout en ne renonçant pas et en ne reniant pas l'aspect opérationnel qui pour moi était mon oxygène, quoi. J'ai découvert que le secours en montagne à la police nationale, c'est une des unités les plus difficiles et les plus spécifiques dans le milieu. Tu peux nous expliquer quelles sont les aspérités? Les aspérités, c'est le milieu. La montagne, la haute montagne, c'est un milieu vraiment très hostile. Ce qui est difficile, c'est que les dangers ne soient pas obligatoirement. Tu marches sur un glacier, il y a des crevasses. C'est pour ça qu'on est encordé. À tout moment, tu peux passer à travers. Et ce qui est compliqué chez nous, c'est que on a une préparation qui est très courte dans une mission. Vous recevez un appel, en quelques minutes, on est déjà dans l'hélicoptère. Donc une phase de réflexion qui est quand même très courte. Si on prenait par exemple une intervention du RAID sur une prise d'otage, ils vont prendre le temps, il va y avoir de la négociation. Nous, on n'a pas ce temps-là. Donc il va falloir développer une certaine agilité avec un effectif qui est très restreint. Un pilote, un mécanicien, un médecin urgentiste et 2 sauveteurs. Et donc à partir de là, on a un profil qui est quand même assez atypique en termes de secouristes en montagne. C'est des gens qui sont capables, avec très peu de moyens, de se sortir de situations qui pour un spectateur pourraient apparaître impressionnantes. Mais on est éduqué comme ça. On sait que quand on est en vol à 20 minutes de la base, entre choisir de revenir chercher du renfort, hypothéquer peut-être le travail de l'hélicoptère parce que le mauvais temps peut arriver, on choisit de travailler avec les moyens qu'on a, des fois en sous-effectif, en mode dégradé, mais ça fait aussi partie de notre personnalité, donc c'est quand même une spécialité très atypique et qui va nous demander en permanence de nous adapter au milieu. Et c'est pareil pour un pilote, on avait décollé, il y avait 40 km/h, il doit trouiller dans une face en amenant les pales à 1 mètre de la paroi, il fait 80 km/h de vent, on ne va pas renoncer, donc on va s'adapter. On va trouver un plan A, plan B, plan C, et toujours cet éloge du compromis entre nous. Voilà, donc c'est une spécialité qui est à mon avis incomparable et qui fait qu'on travaille avec des gens qui trouveront toujours la solution dans un temps très court. J'ai pas voulu te couper, tu as parlé d'esprit de cordée, de collectif, de confiance de l'un à l'autre. On sent que c'est quelque chose de très fort de par la nature de ton métier, mais vraiment très important cet esprit de collectif et de confiance l'un envers l'autre. Ouais, je le symbolise souvent par l'esprit de cordée. L'esprit de cordée, c'est quoi? En gros, c'est 2 personnes à minima qui vont mettre en commun toute leur énergie, tout leur savoir-faire, toutes leurs compétences pour atteindre un sommet, pour prendre un schéma. Et ensuite, jusque-là, on est quand même assez classique, on va dire. Mais dans le même temps, ils vont poser sur la table leurs limites, leurs défauts, leurs faiblesses.
Pourquoi ils le font? On n'est pas meilleur en altitude que dans la vallée. C'est que si on ne le faisait pas, dans un milieu aseptisé, dans un temps calme, la montagne se chargerait de nous mettre à nu malgré toutes les couches de vêtements qu'on met sur nous. C'est un milieu, comme je disais, qui est très hostile, qui t'érode et qui te pousse très rapidement dans tes retranchements. Donc l'esprit de cordée, c'est ça, c'est cette solidarité permanente, c'est cette complémentarité. Et ce qui est génial, c'est que on va être par exemple premier de cordée. Alors là, on pourrait par exemple prendre l'analogie du leader en entreprise. On est devant, on trace le chemin, et puis parce qu'on est fatigué, parce qu'on sent moins bien la situation, on est avec un camarade qui est seconde cordée, à tout moment il va pouvoir passer devant. C'est lui qui va prendre le lead au niveau de la cordée, qui va franchir le passage difficile. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ça que ça se fait sans état d'âme et sans forme de jugement. J'étais premier, je passe second, on ne va pas venir me dire « Ah non, mais là, tu n'étais pas en forme ». C'est tout à fait naturel. Et ça va jusqu'au fait de partager autant la réussite que l'échec. Je suis pas bien, on n'arrive pas au sommet ce jour-là parce que je suis malade, parce que je suis pas en forme, et ben on va faire demi-tour, on va renoncer, et à aucun moment mon camarade viendra me dire « Ouais Pascal, c'est de ta faute ». On n'est pas dans cette conception-là. Et dans l'équipe de secours, ça se traduit par une solidarité permanente, c'est-à-dire que le pilote a des contraintes qu'il n'avait pas prévues, le vent s'est levé. S'il nous donne des consignes, on va les appliquer à 200% parce qu'on sait que c'est toujours dans l'intérêt de la victime. Nous, notre cœur, notre boussole, c'est la victime en permanence. Donc si on doit faire des efforts pour le pilote, on les fera. A contrario, si le pilote doit un peu rentrer dans le rouge et faire des efforts pour extraire une victime directement alors qu'il aurait préféré qu'on la descende au pied de la paroi, ben il le fera. Et tout ça, ça se fait de manière tout à fait naturelle et en osmose totale. Et c'est ce qui est beau dans ces équipes, c'est que voilà, tout en ayant des contingences et des difficultés et parfois des missions qui nous sont propres pour atteindre la victime, la médicaliser et l'extraire au plus vite, mais on arrive à toujours trouver une forme de consensus, même dans les situations les plus dégradées. Ça doit être quand même des personnes à profil particulier, parce qu'en t'écoutant, ça me fait penser à deux choses. C'est le côté mise à nu, quelque part, où tu n'as pas le droit de te mentir et de mentir au reste de l'équipe, parce que tu vas vite être rattrapé. Et peut-être aussi le côté vulnérabilité, mais dans le bon sens du terme. Se savoir vulnérable et savoir que justement, à tout moment, on peut être en danger et mettre, comme tu disais, l'ego de côté. Oui, il y a une grosse forme d'honnêteté, je pense. Alors, je dirais pas qu'on met l'ego de côté. L'ego de côté, on le met au service du collectif. C'est pas pareil. Il est bon, l'ego. Ça dépend ce qu'on en fait. Il ne faut pas qu'il soit paralysant, il ne faut pas qu'il soit surdimensionné, mais si on est capable de le mettre au service de la mission, c'est formidable. Ensuite, la vulnérabilité, évidemment, quand tu sors du refuge en montagne, la première chose que tu fais le matin, tu lèves le nez, tu vas regarder le sommet que tu vas escalader, et ça te remet simplement à ta place. Et la place d'un alpiniste et d'un secouriste, par définition, c'est l'infiniment petit. Et donc on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. L'infiniment petit, ça va nous donner aussi de la force, parce qu'on sait qu'on est vulnérable, qu'il va falloir trouver des solutions, qu'il va falloir faire preuve d'intelligence opérationnelle, émotionnelle, pour s'adapter à ce milieu et faire en sorte que voilà, l'objectif à atteindre soit atteint. Mais évidemment qu'on est vulnérable parce que par rapport à la nature, on n'est pas grand-chose, quoi. Et on le sait. Donc on ne peut pas se mentir. C'est ce que je disais, quelqu'un qui voudrait se mentir ou se prendre pour quelqu'un qui n'est pas, la montagne va vite le remettre à sa place. Tu as écrit différents livres, tu parles de certaines expériences, certains témoignages. J'imagine que tu dois en avoir des dizaines à partager à travers tes différents bouquins, tes conférences et tes expériences. Je ne vais pas te demander d'en choisir un, mais qu'est-ce que tu pourrais nous partager là-dessus ? Mais je ne l'attacherai pas obligatoirement à une mission particulière, parce que j'en ai trop. Mais c'est ce que j'ai un peu vécu ma dernière journée avec ma dernière mission, c'est que ce qui m'est resté au final, c'est ce qui m'avait un peu manqué d'ailleurs à 23 ans dans ma première opération, c'est l'humain. Donc ce qui me reste, moi, parce que le cerveau est bien fait et que je veux pas penser aux moments difficiles, au moment où j'ai perdu des amis, parce que ça fait quand même partie de moi-même et ça m'accompagnera jusqu'au bout, mais ce que je veux garder, c'est des sourires, c'est des poignées de main, c'est des accolades, c'est des silences de gens qui te regardent et qui savent que parce que tu es là, ils vont s'en sortir et que si tu n'avais pas été là, ils s'en seraient jamais sortis. C'est ça que je veux retenir, c'est ce côté positif des choses. Et c'est ce dont on se nourrit aussi pour aborder les moments difficiles, et Dieu sait qu'on en a eu, notamment
à Lannemezan et à Pau parce qu'on est lié un petit peu dans le sang et les larmes au niveau de notre spécialité. On a craché 2 hélicos palois de la sécurité civile. Donc on a besoin de se nourrir de ces images positives pour affronter l'adversité et faire en sorte que cette adversité qui parfois nous fait poser un genou à terre parce que perdre un camarade c'est pas rien, te battre pour sauver la vie d'un enfant pendant des heures et alors que tu as tout donné, au final ça n'a pas suffi, il faut trouver de la force en permanence. Et cette force on la trouve dans les moments joyeux, dans les dénouements heureux. Et c'est ce que je retiens, même si au fond de moi-même, j'ai certaines cicatrices qui ne se refermeront pas. Tu parles de force et tu emploies beaucoup ce terme aussi de résilience. Quelle est ta définition justement de la résilience pour toi? Si je devais employer une phrase qu'on puisse retenir, c'est faire face. Quel que soit le contexte et les circonstances, la résilience c'est ça. Hein. Nous on a choisi un métier, on le sait, c'est pas un métier facile. En rentrant dans cette spécialité, on sait qu'on va être éprouvé par des moments difficiles, par des grosses déceptions, parce qu'on se bat pour sauver des vies et qu'on n'y arrive pas toujours. Mais c'est continuer à garder le cap, c'est savoir pourquoi tu fais ça. C'est la base, pourquoi tu fais ça, et se dire que voilà, quand on n'a pas la solution, quand on manque de motivation au sein de l'équipe, on a des camarades qui sont là, on n'est jamais seul. Moi, ce que je retiens de ma première intervention, c'est marrant parce que je pense qu'à 23 ans, je manquais un peu d'humilité. Je savais que j'allais faire partie des bons éléments, on va dire. Et je me suis dit, après ce secours terrible du crash d'avion, que je serais fort dans cette activité, mais je le serai à chaque fois qu'on sera ensemble. Et ça, c'est fondamental. Quand tu as compris ça, justement, ces notions d'ego, tu vas les orienter à chaque fois pour être utile, pour faire que si tu as des défauts, ça ne soit pas une charge pour l'équipe, parce qu'on a tous des défauts, on a tous des limites, et faire ensemble ce qu'on doit faire, c'est-à-dire à chaque fois atteindre cet objectif qui est de sauver des vies, quoi. Est-ce que le doute est permis? Le doute est humain, je dirais. Alors permis, bien sûr, qu'il est autorisé, on n'est pas des machines. Mais je pense que c'est une réponse qui doit être assez personnelle. Ça, moi, j'ai pas trop douté souvent. J'ai préféré, dans une mission de secours qui me posait un souci en temps réel, poser mon énergie sur une réflexion pour essayer de trouver la solution. Parce qu'on sait que nous, on est sur un compte à rebours permanent. Le doute, non, je pense que c'est humain, mais le doute, au même titre pour moi que la peur, je trouve que c'est pas obligatoirement des choses que j'ai ressenties à ce stade-là, à ce paroxysme-là. Des questionnements, parce que voilà, on avait prévu de faire telle action, c'est pas possible, il faut trouver en quelques minutes la solution, ce fameux plan B, donc c'est pas obligatoirement des doutes, c'est une remise en question permanente. Même si, pour répondre à ta question, il est permis, puisque on est avant tout que des êtres humains, et je veux dire, il y a eu des moments, c'était pas vraiment le doute pour moi, c'était, par exemple, quand on a craché les hélicos, pour moi c'était clair, ça a toujours été clair dans mon raisonnement et dans ma philosophie, je savais pourquoi j'étais là, j'étais prêt à en payer le prix. Et donc, même dans ces moments de grande fragilité, où tu es vraiment éprouvé, où c'est très dur, tu repars avec un copain en moins, il faut arriver à trouver cette énergie collectivement pour repartir plus fort. Il ne faut surtout pas qu'on reparte quelques jours après à -1. On repart toujours à +1, parce que c'est des personnes qui t'accompagnent à chaque mission. Elles ne sont plus où elles étaient, mais elles seront, pour paraphraser Simone Veil, à chaque fois où tu seras, quoi. Et donc, non, je pense que dans ces missions difficiles, ce qui est vraiment déterminant, c'est le sens que tu veux donner à ta vie. Il faut s'être posé les bonnes questions au départ. On a des gens qui ont quitté le groupe parce qu'ils avaient été fragilisés et que peut-être leur motivation et leur capacité à s'engager pour les autres, en payant parfois le prix, n'était pas suffisante. Après, il n'y a aucun jugement de valeur. C'est des gens qu'on a remerciés pour le temps qu'ils nous avaient consacré. Ils sont passés à autre chose et nous, on a continué la mission. C'est vrai que ça ne doit pas être simple d'avoir ce détachement nécessaire quelquefois aussi par rapport aux situations pour ne pas tout prendre en pleine face. Alors là, c'est pareil, je pense qu'il faut être capable de rester à sa place. Rester à sa place, pour moi, ça veut dire que
tu fais la mission de secours, il y a, voilà, quoi qu'il se passe, on a eu des regards, on a eu des mots, on a eu des accolades, des poignées de main. Et on est assez d'accord tous ensemble au niveau du groupe pour dire qu'il faut que ça s'arrête là. On va rarement plus loin avec les victimes. Alors, ça nous est arrivé, bien sûr, une victime vient en poste, nous amène un petit cadeau, le gamin nous amène un dessin, on va discuter et tout, mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans l'intimité. Ce qui fait d'ailleurs notre force, c'est justement de ne pas avoir de lien avec les gens sur le secours. Parce que si on a un lien, si effectivement on est relié, on est moins bon. Et donc il y a quelques personnes chez nous qui ont été un peu plus loin que la mission leur aurait demandé, ils se sont un peu perdus psychologiquement. Parce qu'après tu es le réceptacle de beaucoup de souffrances, de drames qui sont indicibles. Et si tu n'es pas capable de prendre de la distance par rapport à ça, je pense que tu te fragilises énormément. Tu as parlé tout à l'heure, j'ai pas voulu te couper, de compte à rebours. C'est vraiment aussi une des spécificités de ton métier, parce que tu as le compte à rebours de la santé de la personne, mais tu l'as dit un peu plus tôt, le compte à rebours aussi de la météo, et devoir jongler avec ces deux paramètres-là doit amener une certaine, je ne vais pas dire pression, mais quand même vigilance. Un certain profil et un certain état d'esprit, je dirais. La pression, bon, on l'a immanquablement, mais on la maîtrise, je pense. Mais c'est cette capacité à naviguer dans l'incertitude. Moi, je sais que jeune secouriste, j'avais besoin d'avoir des repères. Je prenais le temps, de l'alerte, d'avoir tous les éléments en main pour partir. Et puis, tu te rends compte que par rapport à une alerte, les éléments ils vont changer en temps réel. On t'avait dit qu'ils étaient sur un chemin, tu les retrouves dans une barre rocheuse ou voire dans une paroi parce qu'ils ont pris un couloir en voulant prendre un raccourci. Et avec le temps, avec le métier, tu te formalises pas de ce genre d'évolution. Tu l'intègres même dès l'alerte, où tu prends l'alerte comme des éléments factuels, mais perfectibles. Et à partir de là, tu sais qu'en temps réel, tu vas gérer la situation parce qu'on n'est pas seul, parce qu'on est plusieurs à réfléchir. Et parce que c'est aussi notre nature profonde, on est conditionné comme ça. Et c'est ce qui fait, je pense, la particularité du secouriste en montagne. Tu l'as dit, tu es conditionné comme ça, et tu travailles aussi avec d'autres unités dont tu avais partagé, notamment le RAID ou la BRI. Oui, absolument. J'imagine que tu vois aussi ces points-là d'une unité à une autre. Alors on trouve des points communs, mais on trouve aussi des différences. Mais on trouve des points communs, évidemment, l'engagement. On sait que voilà, quand on est avec la BRI ou le RAID, ils ont fait le même choix, le même pacte moral envers eux-mêmes qu'on se les fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à considérer dans leur mission, comme nous le faisons, que la vie d'un camarade est aussi importante que la nôtre. Et que s'il faut rentrer dans une zone grise, pour pas dire vermeille, pour sauver une vie, on sait qu'on le fera. Quitte à ce que parfois ça se passe pas bien. Pour expliquer, le RAID ou le BRI, c'est quoi? C'est des opérations en montagne? Vous étiez là avec eux? C'est quoi le contexte? Il est pluriel. Le contexte du RAID, au tout début, on a participé sur des missions communes. On a participé sur des missions communes comme la recherche de colonna en Corse. Et surtout, on a évolué avec eux parce que c'est des gens qui ont besoin de travailler en hauteur, en sécurité, ou avec la plus grande sécurité possible par rapport à leurs contraintes. Et on leur a proposé des techniques, des process pour travailler le plus en sécurité quand ils doivent descendre le long d'une face, quand ils doivent circuler sur des toits. Donc on leur a mis 2 niveaux de formation. C'est l'utilisation des techniques de corde, quelque part, adaptées à leurs contraintes. Et donc on est relativement proches. Voilà, on travaille avec eux. Ils viennent aussi avec nous sur des entraînements escalade, par exemple. Et donc on a beaucoup plus de points communs que de différences, on va dire. Dans ton parcours qui s'est jalonné d'année en année, ça s'est fini en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 2017. 2017, pardon. L'une de tes dernières missions, je ne sais pas si c'est ça là, mais l'une du moins des plus difficiles, ça a été la Germanwings sur laquelle tu étais. Ouais, alors c'est pas la dernière. La dernière, j'ai posé l'hélico. On a posé l'hélico à Pau et... J'ai eu le privilège de toucher le manche de la machine jusqu'au retour à Gavarnie. C'était mon cadeau d'adieu. De départ. Très bon souvenir. La Germane, oui, la Germane, tout le monde m'en parle parce que je pense que ça a marqué l'opinion publique. Et c'est le type d'opération unique dans une carrière, fort heureusement d'ailleurs, où il n'y a pas grand-chose à sauver, hormis sauver les apparences pour travailler pour les familles et récupérer
ces fameux ADN qui seront rendus sous forme de cercueils scellés. C'est aussi une grosse épreuve au niveau du groupe, mais qui nous a fait énormément grandir. Moi, c'est une époque où voilà, j'ai la responsabilité de cette mission, il faut que je crée une équipe. Quand tu diriges un groupe, même si on est camarades, même si on est parfois amis, et souvent amis, il y a des moments où tu vas dans le sens du groupe, où le sens du groupe va dans ton sens, on va dire. Puis il y a des moments où c'est le rôle d'un leader, de voir plus tôt, plus loin, plus vite. Et donc tu as le groupe qui ne comprend pas obligatoirement toutes tes décisions. Et la Germane, c'est un moment pour moi particulier parce que j'ai eu la confirmation vis-à-vis du retour du groupe que tout ce que je voulais mettre en place, et notamment l'état d'esprit, pour moi c'est fondamental. L'état d'esprit en termes de valeur, en termes d'engagement, en termes d'honnêteté, de solidarité était en place. Quand je demande des volontaires sur ce secours, où on sait qu'on va avoir plus à perdre qu'à gagner, psychologiquement notamment, j'ai quasiment tout le groupe qui est volontaire, quoi. J'ai même des gens qui sont en congé, qui m'appellent et qui me demandent si j'ai besoin d'eux. Donc pour moi c'est quand même une grosse satisfaction vis-à-vis des gars, parce que tu te dis que bon, même si on a eu des moments âpres des fois où on n'était pas d'accord, les gars ils sont là, quoi. Et moi je fais partie d'un métier où on n'est pas ce qu'on dit, on est ce qu'on fait, quoi. Et là à ce moment-là déjà je suis vraiment soulagé. Et puis après la confirmation qui m'a jamais quitté de toute façon, mais poussé à son paroxysme depuis le premier secours, c'est que c'est le collectif qui fait la différence, quoi. Sur ce théâtre d'opération, je te passe les détails, mais c'est proche d'un théâtre de guerre comme on le voit dans les films. Et donc, ce qui fait qu'on est capable de faire la mission qui nous est confiée, récupérer donc tous les restes biologiques qui vont être triés et ensuite remis aux familles, et c'est parce qu'on est ensemble, tu vois. Je l'explique bien, il y a des moments où on a tous mis un genou à terre sur ce secours parce qu'on est au summum de ce qu'on peut accepter psychologiquement. Et puis, en regardant tes camarades faire ce qu'ils ont à faire, hop, tu as un regain d'énergie qui t'habite à nouveau, tu te relèves et tu continues la mission. Et ça, moi, c'est vrai qu'on est tous habitués dans le secours en montagne à vivre des moments très durs, où on prend sur nous, où on encaisse, où on se resserre les uns les autres. Mais la Germane s'était poussée vraiment au paroxysme, quoi. Et donc, j'explique souvent dans les entreprises qu'on en parle souvent, que l'être humain il a des ressources insoupçonnées, mais moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu au niveau psychologique notamment, où tu te dis et que tu comprends mieux pourquoi une femme par exemple qui pèse 40 kg va arriver à soulever 3 fois son poids de corps pour sauver un gamin. Parce que tu as des contextes qui font que tu n'es plus toi-même. Tu es dans une dimension qui te dépasse. Et ce qui est intéressant, parce qu'il faut toujours en tirer du positif de ces opérations-là, c'est que quand tu as de l'adversité, que ce soit dans la vie ou dans les métiers qui peuvent être les nôtres, l'adversité, il faut faire face parce qu'on trouvera toujours une solution dès l'instant qu'on est capable de raisonner ensemble, de raisonner collectivement. Et la Germane, c'était la démonstration par les faits que voilà, on était capable de se mettre dans des situations difficiles, douloureuses, mais que ce qui faisait qu'on était capable d'atteindre l'objectif qui nous avait été fixé, c'était le groupe. Peut-être pour la Germane, pour expliquer aux personnes ce que c'est, et ça me permet de poser une question derrière. Ça a duré combien de temps? Parce que j'imagine que c'était une opération très particulière par rapport La Germane, en gros, si tu veux, c'est un pilote qui était déséquilibré et qui amène avec lui 149 passagers. Et il n'y a aucun survivant. Et donc, la mission qui est confiée au secours en montagne, que ce soit les gendarmes ou les CRS, on était les seuls organismes de secours sur place, c'était de récupérer les restes biologiques, t'imagines, 150 victimes. Ces restes étaient amenés dans une base arrière où tu avais la police scientifique qui identifiait les ADN et qui était ensuite conditionnés dans des cercueils qui allaient être remis aux familles. Et là, nous, on travaille vraiment que pour la famille, quoi. Quelque part, il n'y a plus rien à sauver, on le sait. Mais c'est aussi un facteur très important de notre mission. C'est trouver du sens quand il n'y a plus rien à sauver. Et là, tu travailles vraiment pour les familles. Et la Germane, bon, c'était ce contexte très très particulier, très lourd, mais qui nous a fait obligatoirement grandir parce qu'on n'a pas esquivé cette mission, et au contraire on l'a voulu. Je sais qu'il y a des copains qui n'étaient pas présents sur la Germanwings qui le regrettent, parce que c'est aussi un rendez-vous avec toi-même dans ce genre de mission très difficile. Alors ça aurait pu être techniquement, là c'était psychologiquement. Tu es aussi programmé pour ce genre de mission.
Et voilà, donc c'est pour ça que tous les gars étaient volontaires et qu'on n'a pas pu tous y aller, mais qu'on était, on était quand même quelque part fiers d'avoir pu rendre aux familles ce qui devait l'être. Et c'est là où l'esprit de cordée dont on parlait tout à l'heure, pour être dans du plus joyeux, dont tu parlais tout à l'heure, tu as fait face, mais aux gamins de 23 ans ou aux jeunes, tu as aussi eu ce côté transmission et protecteur peut-être, parce que tu arrivais au bout de ton expérience et avec ton vécu. J'imagine que tu as été d'une aide assez précieuse aussi vis-à-vis de certains profils Bien plus sûr. jeunes. Déjà, c'est tirer les enseignements du passé. Moi, je vois sur ce premier secours, là, quand j'ai 23 ans, j'ai pas été accompagné, j'ai pas été préparé à la mort. Et je me suis toujours dit, quand tu auras les moyens de le faire, change un peu les choses. Donc, on a mis en place de l'accompagnement des jeunes. J'étais encore ce matin avec des jeunes CRS. Voilà, déjà, je suis content de voir que la mission continue, plein badin, que les gens sont super motivés. Il me disait qu'il a été accompagné de suite et pris en charge dès son arrivée à l'unité. Ça, c'est des choses qui ont évolué. Il n'a pas été livré à lui-même. Les gens lui donnent tout ce qu'ils ont en eux, toute leur expérience. Hein. Ça, c'est vraiment lié à l'état d'esprit. On n'est pas là pour garder un savoir, on est là pour le partager. Et effectivement, quand tu as atteint un certain niveau de compétence et d'autonomie, le sens de ton engagement, il peut être que dans la transmission. Et justement, la transmission, tu me fais une transition parfaite. La transmission, tu as souhaité par la suite devenir conférencier et mettre ce savoir au partage d'un plus grand nombre, mais cette fois entreprise et profil à tout public. Quel a été le déclic pour toi de partir sur cette sphère-là ? Le déclic, d'abord, ça a été mon premier bouquin, Bravo Papa. Un bouquin que j'avais vraiment promis à mes anciens. Parce que moi, je suis... c'est pas obligatoirement le devoir de mémoire, mais je suis respectueux du travail qui a été fait auparavant. Et la chance que j'ai eue et le privilège que j'ai eu de faire ce métier, c'est grâce notamment au travail des anciens qui ont entre guillemets essuyé les plâtres, pour reprendre l'expression, qui ont créé ce sillon qui continue à être tracé. Et voilà, je leur devais au moins un remerciement. Et donc, comme j'ai l'aptitude de l'écriture, je l'ai fait par l'écrit. Et il se trouve que voilà, des gens ont vu certaines émissions de télé où je faisais la promo du bouquin et sont venus me demander d'intervenir en entreprise. Je t'avoue que la première fois, c'était à Paris, je m'en souviens très bien, avec des directeurs régionaux. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur raconter ? Non pas que je ressentais un sentiment d'imposture, si tu veux, mais je n'avais pas vraiment le sentiment que j'allais leur être utile. Et puis, figure-toi que... Une fois que je leur ai passé les messages, ils ont trouvé ça super intéressant. Ils m'ont demandé de passer de la théorie à la pratique. On est allé sur le terrain aussi par la suite, notamment au niveau du management, du leadership, pour travailler un petit peu ces postures. Et puis j'en ai fait une, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, dès l'instant que c'est l'excellence et cet objectif ultime qui nous rassemble, il y a beaucoup de leviers qui sont universels. Par exemple, l'écosystème de la cordée. Si tu le dissèques, et si tu as des gens qui adhèrent au projet, qui sont capables de dire on va essayer, et bien en prenant des postures d'honnêteté, de solidarité, de complémentarité, de reconnaissance, et bien on va arriver à atteindre ces objectifs ensemble. Alors effectivement, c'est un peu à contre-courant de l'époque que l'on vit, où l'égoïsme et l'individualisme parfois voudraient l'emporter, mais je reste moi convaincu, et par les faits, j'en ai fait la démonstration, que ce que moi j'ai vécu, d'autres l'ont vécu dans des écosystèmes différents, et on se retrouve dans cette aptitude à viser l'excellence quelque part. Et donc la conférence, pour moi, ce qui me plaît, c'est justement, j'ai une équation, parce que à chaque fois j'ai des personnes différentes, dans des écosystèmes différents. C'est un peu comme une mission de secours. J'ai une alerte, avec quelques mots-clés, il va falloir que le jour J, je sois au rendez-vous, que je sois le plus performant possible, il faut que je trouve les bonnes analogies, parce qu'il faut que les gens en repartent avec quelque chose de concret. Tu peux pas rester dans de la théorie, c'est trop facile ça. Et donc je veux qu'ils aient des repères concrets et qu'ils repartent de la salle en se disant ouais, moi aussi je peux le faire. Et s'ils repartent comme ça, ce qui est souvent le cas, quelque part c'est gagné, après c'est à eux de travailler les idées, c'est à eux de trouver leur propre chemin. Mais je reste convaincu qu'on a beaucoup à apporter en termes de management, de leadership, de gestion des émotions, de dépassement de soi. Parce qu'en fin de compte, on n'est que des êtres humains, il n'y a pas de héros, quels que soient les écosystèmes, il faut arrêter avec ça. C'est des gens qui prennent sur eux, qui font des efforts, qui travaillent beaucoup,
qui s'endurcissent aussi par rapport à la difficulté parfois. Et ça, je pense qu'on peut le transmettre. Tu parlais de ta première conférence. À quel moment tu t'es senti utile? Qu'est-ce qui a fait? Quelle a été la petite phrase ou... Très sincèrement, c'est quand ils m'ont dit on aimerait que tu nous amènes, c'était en canyon, pour mettre en pratique ce que tu nous as expliqué. Moi, je me suis dit, il y a une suite, ça m'a fait réfléchir aussi. C'est quand même beaucoup de remises en question, hein, parce que c'est des mondes, moi, l'entreprise, c'est un monde que je ne connais pas, donc il faut aussi comprendre les différences. Il faut comprendre leurs limites. Par exemple, moi, j'ai avec moi que des gens qui ont choisi de s'engager à mes côtés. L'entreprise, ce n'est pas du tout le cas. Tu ne choisis pas ton équipe et pourtant, il va falloir que tu atteignes l'objectif. Comment tu vas faire en sorte que ces différences se retrouvent alignées sur un objectif commun? C'est des questions que je me suis posées, on en a discuté avec des chefs d'entreprise, et ça me fait beaucoup réfléchir sur le sujet. Et ça m'intéresse parce que c'est vrai que dans mon cursus, j'ai fait des secours hyper durs, très techniques, mais bon, ce qui reste le plus difficile, c'est de gérer de l'humain, hein, clairement. Et donc, il n'y a pas qu'un chemin, il y a plusieurs chemins. Ça te permet d'être en permanente réflexion et essayer de leur apporter des solutions à travers des exemples très concrets. Comme exemple, tiens. Je sais pas, par exemple, être capable de créer du lien en permanence. Alors le créer du lien, c'est déjà éviter de faire des erreurs. Au sein d'une équipe, par exemple, il y a quelque chose qui peut être dévastateur, c'est l'injustice. L'injustice. Je pense qu'il faut avoir un discours homogène par rapport aux gens, même si tu peux les considérer différemment, parce qu'en termes de management, tu es vraiment obligé de tenir compte de chaque personnalité. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas négociable, hein, c'est l'objectif. Le savoir-faire, ça, c'est quelque chose qu'on doit partager sans discuter, parce que c'est l'essence même de notre mission. Mais à côté de ça, dans le savoir-être, tu as des gens qui, pour aller d'un point A à un point B, vont te proposer une solution qui, toi, te paraît un peu ubuesque. Puis tu regardes, ils avaient raison. Et donc, c'est aussi leur laisser cette marge de manœuvre. Et en allant un peu au-delà, c'est que même si ils n'ont pas atteint l'objectif de ce point A à ce point B, se dire que peut-être ils avaient raison, mais que c'est peut-être un peu trop tôt, peut-être que c'est décalé par rapport au fonctionnement collectif. Donc ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'humilité, parce qu'on ne détient pas de vérité quelque part. Et puis aussi une certaine forme quelque part de tolérance, en se disant qu'il y a des gens qui peuvent raisonner différemment que toi et qui ne sont pas obligatoirement tort. Tu parlais tout à l'heure de disséquer l'esprit de cordée. J'imagine que tu l'as fait pas mal de fois lors des conférences. Quelle est ton analyse justement et quelle analogie tu fais avec cet esprit de cordée? L'esprit de cordée, c'est déjà être aligné sur un objectif, vraiment. Alors au sein de l'entreprise, cet objectif il doit être vraiment clairement défini, très précisé, et il faut aussi qu'il soit accepté de tous. Là, quelque part, il y a une notion d'honnêteté, il y a un pacte commun qui doit se sceller. Il faut au moins qu'on soit aligné par rapport à cet objectif. Après, les chemins, ils peuvent être différents. On peut être sur des parcours un petit peu différents. Il faut les éprouver. Il faut à chaque fois en discuter ensemble. Si on doit sortir d'un cadre qu'on s'est fixé, on le fait toujours ensemble. Il n'y a pas de franc-tireur dans ce genre de comportement. Et surtout en tirer la leçon. Et la leçon, elle doit être quelque part... pas anonyme, mais désindividualisé. Je veux dire, on n'est pas là pour couper des têtes. On a fait ci, on a fait ça, ok. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a été bon, ça a été moyen, ça a été très bon. Et dans les moments les plus difficiles, où on constate qu'on a été dans le revers à minima et parfois dans l'échec, être capable d'en tirer la substance moelle et ne pas obligatoirement reporter la responsabilité sur l'un ou l'autre. Ça ne fait jamais fonctionner le système. Moi, ce que je retiens du management notamment, c'est que tu ne peux pas forcer les gens à être excellents. Il faut qu'ils le ressentent eux-mêmes. Et à partir de là, quand ils sont dans un écosystème, il faut qu'ils ressentent de l'intérêt individuel aussi à progresser, à s'aligner par rapport à l'objectif que tu leur as fixé, et qui, lui, n'est pas négociable. Parce qu'il n'y a rien de plus fort, je pense, que le cœur d'une femme ou d'un homme qui a décidé de s'engager pour les autres et avec les autres. Et ça, il faut le travailler. Et c'est pas en passant en force, c'est pas, même s'il faut être ferme sur les prix, hein, il n'est pas question d'être faible ou d'avoir une tolérance qui soit inadaptée, mais
Voilà, il faut trouver ce chemin qui est individuel aussi vis-à-vis des gens qui ont des personnalités différentes pour qu'ils soient capables de se sublimer, quoi. Et avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'humilité, beaucoup d'authenticité et de sincérité, ben, tu y arrives quelque part, tu y arrives. Tu as parlé d'humain, justement, à travers tes expériences et ton parcours, tu as dû voir aussi les changements des comportements humains, que ce soit au niveau des générations, que ce soit au niveau du savoir-être. Quelle est ta vision là-dessus, justement, toi qui as, je ne vais pas dire un vieux sage, permets-moi l'expression, mais tu vois, qui a ce recul-là. Tu as raison, hein, de toute façon. Moi, je ne suis pas de la même génération que cette fameuse génération Z, mais je trouve que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Ligne de crête, et je crois que c'est vraiment ça, c'est trouver ce point d'équilibre entre les différences. Donc un ancien, ben, il va amener la sagesse, il va amener l'expérience. Un jeune qui arrive, ben, ouais, il a la compétence, il a la super motivation. Et il faut arriver à agglomérer tout ça pour faire que les uns travaillent avec les autres, qu'il n'y ait pas justement de problème intergénérationnel. Et je pense que là aussi, on en revient à ce qu'on disait, au moins dans mon groupe, les gens arrivent avec une forme de respect vis-à-vis des anciens. Je pense que ça doit être aussi le cas. Les anciens doivent avoir du respect vis-à-vis des jeunes, même si ils voient les choses différemment et que parfois ça peut secouer, hein. Mais c'est chez nous, quelque part, cette différence et cette forme d'émulation, elle est positive parce qu'on sait qu'on est aligné par rapport à un même objectif et que ce que nous propose le jeune, ça a tout son intérêt. Moi, je vais même plus loin. Souvent, les jeunes, je les mettais en première ligne d'une formation, alors qu'ils n'en avaient pas obligatoirement le niveau hiérarchique, pour se mettre en avant, pour montrer qu'ils avaient des choses à nous apporter. Et c'est aussi dans cette fraternité, quelque part, qu'on arrive à trouver une forme d'osmose et à évoluer ensemble. Tu le ressens aussi concrètement, parce que tu fais des stages de prépa, tu en parlais tout à l'heure, tu le ressens concrètement aussi sur le terrain quand tu accompagnes les gens? Oui, moi je pense que je reste l'adepte du verre à moitié plein, quoi. Et moi je pense que l'humain, effectivement, il est capable du pire, mais il est capable surtout du meilleur, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit, hein, dans la société qui est la nôtre, qui est difficile, qui est fracturée, il y a quand même ce besoin d'humanité. On a vu, alors c'est souvent à travers le sport, on a eu les Jeux Olympiques cet été. Il y a eu une forme, même si les gens vont te dire, ouais, non, mais c'était que fugace. Oui, c'était fugace, mais ça existe. Ça prouve bien qu'il y a des leviers par rapport à ça. Tu as des gens qui avaient une forme de légèreté, une forme de fraternité cet été, qu'on aimerait retrouver au quotidien. Et ça, je pense que c'est du travail. Ça s'entretient. Alors, moi, j'ai pas toujours été en phase avec tout le monde dans le groupe. Il y a des moments où on s'est expliqué, ça peut être âpre, hein, voire très âpre, mais dès l'instant que tu es relié sur des valeurs, sur un socle commun, ce qui manque aujourd'hui dans notre société, hein, tu arrives à franchir des incompréhensions, des différences. Je pense qu'il faut retravailler un petit peu sur ce socle commun fait de valeurs. Alors, dans la société, ça va être la famille, l'éducation. Je crois qu'on a laissé, malheureusement, comme parents pauvres, beaucoup de pans de notre société que nous, on avait peut-être plus vécu, comme la famille qui était moins éclatée, comme les valeurs. C'est vrai que bon, un prof rentrait dans une classe, moi, de mon époque, tout le monde se levait, quoi. Et c'était comme ça. Et il n'y avait rien d'idiot ni de dégradant à le faire. Donc je pense qu'il faut revenir sur les fondamentaux. Les fondamentaux. Mot qu'on emploie beaucoup au rugby, comme ça je vais te faire le passage. Absolument, qui est ma deuxième source d'inspiration. C'est ça, deuxième source d'inspiration, et vas-y, je te laisse dérouler. Mais bon, moi j'ai pris ma première licence, j'avais 23 ans, je faisais à peine 60 kilos parce qu'en montagne, quand tu te destines à être guide, moins tu pèses, mieux c'est. Mais c'est vrai que j'étais de suite aspiré par ce qui n'est pas pour moi un mythe, quoi, ces valeurs. Je veux dire, les gens vont se donner à fond, parfois de manière violente, et puis le respect, quoi. Le respect, une camaraderie. Moi, je l'érige souvent même sous forme de fraternité, parce que je l'ai vécu, hein, dans mes moments un peu difficiles. Le peu que j'avais vécu au rugby, que j'ai après transformé dans une autre forme d'association, et notamment en préparant les équipes nationales ou les équipes pro, mais je l'ai retrouvé tout au long de ma vie. C'est des gens fiables. C'est des gens rustiques, c'est des gens qui ont des belles valeurs, qui ont de la vertu. Et j'adore le rugby à ce stade-là, au stade de l'humain, parce que je pense qu'il y a là aussi quelque chose de fondateur dans ce qu'il propose. Alors j'espère que ça
ça le restera, notamment avec le professionnalisme. Mais bon, moi je suis toulousain pour rien te cacher, hein. Donc quand je vois par exemple un gars comme Antoine Dupont, qui est voilà, le top du top au niveau technique et qui a dans le même moment une humilité mais sans nom, mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive à enseigner aux gamins. Et moi qui ai fait du foot, je suis le premier à être vraiment triste de l'évolution du foot par rapport à ce que ça donne aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est plus mes ancrages vont plus aujourd'hui sur le rugby parce que voilà, j'y trouve une forme de fraternité associée à un combat qui est âpre. Et déjà, ça j'aime bien. De respect. Ouais, le respect évidemment, la solidarité, l'entraide. C'est aussi une forme de famille, comme moi je l'ai vécu dans le secours en montagne. On a beaucoup de points communs. Et j'ai toujours eu de l'appétence pour ce sport et puis beaucoup d'amitié pour les gens que j'ai rencontrés. J'ai eu la chance, c'était en 1995, ça remonte, hein, à créer avec quelques camarades à Saint-Lary le premier stage commando pour l'équipe de France de rugby. On a vécu des choses très dures parce que c'était la mission qui nous était donnée à l'époque par Pierre Bervisier. Et c'est des gens, même si on ne s'est pas vu, dès qu'on reparle de ce stage, j'étais avec Saint-André là, il y a quelques jours aux Étoiles du Sport, c'est un stage qui l'a marqué, mais qui l'a marqué sur le côté positif. Effectivement, c'était dur, mais ils ont retrouvé aussi cette forme de fraternité. On savait pourquoi on était dur, et on savait qu'on allait grandir ensemble. Et c'est des choses qui n'ont pas vieilli avec le temps. Quand on se revoit, moi j'ai des relations avec des gens qui étaient dans ce stage, comme Émile Ntamak, et ben voilà, il n'a rien oublié. On n'est pas obligatoirement amis, mais quand on se voit, c'est comme si c'était hier, qu'on a vécu des choses fortes. Et c'est ça le sens de la vie, quelque part. Tu continues à accompagner comme ça des nations ou des équipes pro aujourd'hui? Oui, la dernière c'était l'UBB à Saint-Lary. Oui, j'adore. Quand on me le demande, je peux pas renoncer à ça parce que c'est des grands moments. C'est des grands gamins et voilà, il y a aussi une forme de légèreté que j'aime bien. C'est vrai que je pense que c'est un sport. D'ailleurs, il y a des conférenciers qui viennent du rugby, hein, qui a beaucoup de choses à apporter au vivre ensemble. On l'a dit, hein, ces valeurs, ce respect. Puis le rugby, c'est un peu comme le secours en montagne, c'est que c'est aussi l'éloge de la différence. Moi, je faisais 60 kilos, je travaillais avec des gens qui en faisaient peut-être 90. Et ben, ils étaient plus aptes à porter la civière. Moi, j'étais peut-être plus agile quand il fallait escalader un passage difficile. Le rugby, c'est ça, quoi. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des solides, il y a des flinguettes, même s'il y en a de moins en moins. Et c'est cette différence qui fait que les gens sont associés dans un projet commun, quoi. Et ça, c'est génial. Faire des différences, c'est une force. Absolument. J'aimerais parler avec toi de tes bouquins, un petit peu, pour que tu nous expliques de quoi ça parle et ces différentes histoires que tu as voulu raconter. Donc, tu es édité chez Mareuil Éditions. Mareuil Éditions pour tout ce qui touche le domaine de la montagne, effectivement. Et tout ce qui est roman, c'est plutôt aux éditions Complicité. D'accord. De maisons parisiennes. Ben, c'est aussi un cadeau de la vie, comme j'en ai eu beaucoup. Je suis chanceux, quelque part. Le premier livre qui était prévu, et après tout le reste était bien prévu. Le premier livre qui marche bien, qui a un bel écho, une belle adhésion des lecteurs. Donc l'éditeur me demande si j'ai la substance pour en faire un second. Donc ça sera Ligne de crête où je m'oriente sur un florilège de secours où j'essaye déjà de poser une petite analyse à la fin de chaque intervention. Comment je perçois les choses, l'échec, le dépassement de soi, la performance. Et donc, je prends plaisir de plus en plus à écrire et je me dis que pourquoi pas aller au bout de l'idée. Le secours en montagne, c'est une famille. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a un pilote, un mécanicien. Je leur consacrerai un livre. Il y a un médecin, je leur consacrerai un bouquin aussi parce que je pense qu'à travers la focale de chaque métier, tu peux relater des opérations de manière différente. Et puis voilà, j'ai un petit peu bouclé la boucle en écrivant ces 4 bouquins. Ensuite, comme j'aime un peu le challenge, j'ai écrit un premier roman qui s'appelle Fleur de banquise qui m'a permis d'étudier la culture inuite, que je ne connaissais pas. J'ai eu la chance d'aller, pas au pôle Nord précisément, mais pas très loin, au Spielberg notamment, où j'ai bien aimé un petit peu les gens que j'avais rencontrés. Ils m'ont parlé un peu de cette culture, donc ça m'a permis d'avoir ancré dans le détail les paysages. Ensuite, je me suis approprié l'humain par rapport à l'historique que j'ai pu lire. Et puis là, voilà, donc la crevasse qui est aussi cette envie de continuer à écrire. C'est quand même assez sympa quand
Quand tu n'as pas le syndrome de la page blanche et que tu le fais assez facilement et que tu as aussi l'impression de transmettre et de partager des émotions, tu prends beaucoup de plaisir, quoi. Et donc là, il y a un prochain qui sort au mois de mai, qui sera vraisemblablement le dernier lié à la montagne, mais qui va être la concrétisation de ce que j'explique en conférence et qui sera très axé leadership et management. J'allais te demander justement pour donner un peu l'eau à la bouche de ce que tu expliques en conférence et du contenu de ce livre. C'est un bouquin que j'ai pris comme si on organisait l'ascension d'une montagne. Donc il y a un avant, très important, il y a un pendant et puis il y a un après. Et à travers un petit peu tous ces momentum, je vais parler de la constitution de la cordée, des difficultés qu'on peut avoir au sein d'une cordée, parce qu'on peut aussi s'encorder pour de mauvaises raisons, les conflits au sein du groupe, voilà. Après des valeurs comme la fraternité, l'esprit de cordée évidemment, qu'est-ce qu'on retire de chaque expérience et comment on le fait avec notamment les rétex. Voilà, je pense que c'est assez complet et c'est ce que j'étais capable, au moins à mon niveau, de partager et de donner à des gens qui seraient intéressés par d'autres chemins. Et je pense que moi je l'ai fait, en tout cas, aller chercher chez les autres ce que je n'avais pas chez nous, dans notre culture. L'aviation, le rugby, voilà, toutes ces petites choses qu'on peut aller chercher, ramener chez nous et en faire quelque chose. Et je pense que cette curiosité est positive, quoi. Elle est même salvatrice parfois. Parce que quand on vit en vase clos, on peut penser qu'on a la vérité, on ne l'a pas du tout. Et il y a des gens qui, dans certains domaines, je vois par exemple les rétex et les retours d'expérience, c'est-à-dire ce que tu es capable d'extirper d'une opération. L'aéronautique, par exemple, oui, fait beaucoup. Voilà, est à l'avant-garde depuis des années. Donc, pourquoi ne pas se servir de ces connaissances et alimenter une expérience qu'on ne vivra peut-être jamais. Donc c'est intéressant. Quelles sont tes aspirations aujourd'hui, ce qui te donne envie en ce moment de découvrir ou de continuer à la découverte, voilà, tu as compris que moi j'aime bien sortir de ma zone de confort et je l'ai toujours fait, y compris quand l'alpinisme était pour moi un objectif prioritaire que j'essayais d'amener au plus haut niveau. Mais j'ai toujours eu cette personnalité qui fait que j'aime bien découvrir des choses. Donc c'est vrai que l'écriture fera partie de ma vie, ça c'est clair. Et puis la conférence, sous peut-être des formes un peu différentes, mais j'ai envie d'aller au bout de ce sentiment d'utilité que tu peux amener quand tu partages des choses, quoi. C'est vrai que j'ai vécu des choses en conférence auxquelles je ne m'attendais pas, du style une dame qui t'attend à la sortie, qui te prend dans les bras en pleurs. Tu te dis, waouh, c'est quand même puissant ce que tu racontes. Donc il faut faire attention aussi. C'est pas un spectacle. Et donc moi, comme j'aime bien faire les choses, ça m'oblige à réfléchir sur ce que je vais dire, comment je vais le dire, à qui je vais le dire. Et c'est quand même une belle dynamique et puis une remise en question qui permet aussi d'appréhender l'avenir avec utilité quelque part. Toi qui es quelqu'un de curieux, dans le bon sens du terme, quelle était ta dernière première fois ? Ma dernière première fois, bonne question. Question que Kiteri posait souvent. J'ai été au Kilimandjaro il y a quelques jours. Okay. C'était une première fois et en toute objectivité, ça sera aussi la dernière. J'ai vécu ce que j'appréhendais, j'ai voulu faire plaisir à un camarade et j'ai vécu les ascensions de masse qui pour moi me plongent dans un trouble assez profond. D'une part, un fait que je ne sois pas du tout aligné à cette pratique de la montagne qui n'est pas la mienne. Et dans le même temps, le sentiment d'avoir fait vivre pendant 15 jours une dizaine de familles. Et donc là aussi, il n'y a pas obligatoirement une vérité. Il y a plusieurs approches, mais je sais que c'est quelque chose qui m'a profondément troublé parce que je ne me suis pas senti à ma place. Qu'est-ce que tu dirais de la montagne, toi qui es un grand amoureux ? Il faut en prendre soin, il faut l'écouter. La montagne, on a été les premiers lanceurs d'alerte, modestement, parce qu'on était témoins de l'évolution du climat. Aujourd'hui, par exemple, tu ne fais plus le Mont Blanc après la mi-juillet, parce qu'il y a trop de danger de chute de pierre. Donc on a bien vu que les choses évoluaient. Quand tu vois la mer de glace, c'est vraiment triste à voir. C'est une montagne en souffrance. Donc effectivement, si ça peut nous aider à prendre conscience que
voilà, qu'on doit faire évoluer les choses, changer aussi notre focale. Moi, je vois, j'ai fait de l'héliski, j'en ferai plus. C'est quelque chose qui n'est plus en phase avec ma conception des choses. Donc, chacun à nos niveaux, on peut, ne serait-ce que très modestement, mais déjà respecter la nature, c'est beaucoup. Essayer d'avoir un mode de vie. Alors, je ne suis pas dans les extrêmes. Hein. Je ne m'interdirai pas de voyager. Mais déjà, au quotidien, avoir un mode de vie le plus équilibré possible, quoi. Là aussi, je pense qu'on ne passera pas en force. Certains le pensent. Moi, je pense qu'on n'ira pas contre. On peut éduquer, on peut sensibiliser, et ça va payer. Mais les grands discours très urgentistes, j'y crois pas beaucoup. Je pense qu'il faut convaincre plutôt. Et donc la montagne, c'est encore un lieu où tu peux te sentir libre. Alors c'est pas un lieu de non-droit, hein. C'est le policier ça qui te le dit, mais où tu peux te sentir libre, c'est quand même un accès gratuit, ce qui est pas rien. Et puis c'est un milieu qui a des vertus qui vont faire que tu vas obligatoirement grandir. Si tu as compris le sens de cette nature qui est difficile, hein. Alors elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement dangereuse. À partir de là, tu vas avoir un mode de comportement qui va être responsable, qui va être axé sur l'autonomie. Même si nous, secouristes, on nous appelle, tu ne peux pas claquer des doigts en montagne et dans l'instant appeler les secours en montagne. Ça, c'est une vision des choses qui est erronée. Donc il faut aussi assumer tes erreurs. Moi, je pense que c'est une belle école de la vie. Justement, en parlant d'école de la vie, quel conseil tu donnerais à un jeune secouriste en montagne qui rentre sans vouloir faire le moralisateur ou donner des conseils, mais aussi tu te revoyais plutôt toi gamin, comme ça sera plus facile. Non, je ne l'axerai pas et je ne l'orienterai pas vers un secouriste en montagne. Je dirais à tous les jeunes, et c'est ce que je leur dis au quotidien, donnez-vous les moyens d'aller au bout de vos rêves. C'est vraiment important. Je pense que si justement vous êtes curieux, essayez de voir ce qui peut vous convenir. Soyez travailleurs parce qu'on n'a rien sans rien. Et ceux qui veulent vous faire croire le contraire sont des menteurs. Mais allez au bout de vos rêves, donnez-vous les moyens et vous verrez que si vous êtes vraiment déterminé, vous y arriverez. Et si tu revois le Pascal ado enfant qui était passionné de montagne et qui voulait vivre de sa passion quelque part, ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? T'as coché cette liste, c'est bon? Je pense que j'ai beaucoup appris, j'ai grandi énormément. Je pense que j'étais un petit peu impétueux, parfois un peu insolent à l'époque, avec des générations qui ne sont pas les tiennes. J'ai beaucoup appris, j'ai appris de la différence, j'ai appris de l'humilité aussi, avec cette conviction que tu ne dois pas renier le fait de vouloir être à ton top individuellement, hein, loin de là, mais il faut que ça ait un sens quelque part, et il faut que cette capacité individuelle elle serve un collectif. Aujourd'hui, je pense que c'est fondamental. C'est pour ça que j'ai des affinités avec certains et j'ai des distances avec beaucoup d'autres. Ce que j'ai appris, c'est que des gens ordinaires pouvaient faire des choses extraordinaires. Et que des gens qui se pensent extraordinaires faisaient à peine des choses ordinaires. On a déjà tous vu ça, je pense. Oui, mais bon... Mais les gens concernés, ça ne rend pas forcément compte. Aujourd'hui, je pense que ça nous pèse au niveau de la société. Moi, je serai toujours partisan de ces gens simples qui font des choses incroyables. Et quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta carrière ou dans ta vie? Le plus dur, c'est pas d'atteindre le haut niveau, c'est de le maintenir. C'est de durer. Ça m'avait fait sourire d'ailleurs, je devais avoir 25 ans. Un ancien m'avait dit, Pascal, c'est bien, tu as un bon niveau, mais tu verras. Le plus dur, ça va être de le maintenir, il avait raison. Et c'est vrai que nous, le niveau, c'est pas obligatoirement une performance sportive, mais ça a tout son intérêt à le maintenir parce qu'on est quand même là pour, sur la durée, essayer de donner à chaque fois la meilleure version de nous-mêmes. Parce que voilà, il y a des gens qui attendent notre prestation et qui sont dans la souffrance et dans la douleur. Donc, effectivement, avoir un niveau très rapide, très jeune, c'est pas très difficile. Mais le maintenir sur le temps long, avec les fluctuations de motivation que tu peux connaître, avec les aléas que tu rencontres dans ta vie, je pense que c'est le plus bel exploit. Ouais, tu peux avoir l'analogie avec la cuisine également, où c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Bien sûr.
Mais d'ailleurs, je trouve l'exemple de la cuisine, j'ai écouté certains conférenciers excellents parce que justement, hein, l'excellence individuelle au service du groupe, quoi. Et c'est tous ces écosystèmes, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, qui ont pour moi des vertus universelles. Et dès l'instant qu'on en discute ensemble, bah voilà, un cuisinier, un secouriste, a priori, il n'y a pas beaucoup de points communs, mais détrompons-nous, il y en a pas mal. Quel est ton plus grand rêve pour peut-être finir là-dessus si tu pouvais rêver aussi grand que tu pourrais réaliser tout ce que tu veux? Bah, si je vais rêver, je rêverai collectif, je dirais que Ça m'étonne. je dirais que ce que j'ai vécu moi au niveau d'un groupe, j'aimerais le retrouver au niveau d'une société, tu vois. C'est-à-dire, voilà, atteindre les objectifs qu'on se fixe, parfois être concurrent, mais toujours avec du respect. Et avec cette notion de vivre ensemble qui fait que c'est pas obligatoirement les gens aujourd'hui qu'on place dans la lumière qui sont les plus utiles à nos sociétés et que tous ces gens, entre guillemets, simples, pour pas reprendre des appellations plus désobligeantes comme descendants, sont essentiels au vivre ensemble. Merci. Avec Pour ce plaisir. moment avec toi. Est-ce que tu as d'autres sujets? Je pense qu'on a un peu... Non, je pense qu'on a fait le tour. On est pas mal. Super, merci à toi en tous les cas pour ce moment partagé et pour ce savoir, cette transmission d'informations. Merci à toi de m'avoir donné la parole. Avec grand plaisir, c'est sincère. On mettra aussi les liens pour te suivre, que ce soit en conférence, tes bouquins et le prochain qui sort dans quelques semaines maintenant. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes audio, Apple, Spotify, Deezer, et également en vidéo sur YouTube ou sur Instagram. Je vous dis merci à tous et passez une très bonne journée. Salut. Au revoir.